Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Si on jette nos caméras, nos oreilles à scruter, à regarder ce qui se passe à l'horizon. Voilà, et on fait ce décryptage ici pour pouvoir éclairé, on peut dire éclairé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on a des chroniqueurs. Voilà, aujourd'hui, ce plateau, c'est 100% chroniqueur ou 100% journaliste parce qu'on a un invité qui est en ligne depuis Dakar et qui va nous éclairer sur ce qui se passe à Dakar, notamment les élections législatives. En chronique, vous avez bien évidemment Madame Assetou Diarra, elle est journaliste, reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, bonjour. Bonjour Fadima, bonjour nos chers téléspectateurs et ravi comme d'habitude d'être là. Merci beaucoup, ça va, tout se passe? Très bien. Tranquille. Notre deuxième chroniqueur est Soulo. Soulo, ça va? Ça va très bien, Fadima. Bourema ça Soulo. fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Ouais. Alors, il y a quoi sous la main? Ça va, on est là. D'abord, je vous salue. Je vous salue vous et votre équipe, tous les travailleurs de Mandé TV et puis les téléspectateurs, comme l'a dit c'est tout. Et je salue surtout des passages également. Exactement. Vous avez manqué aux téléspectateurs qui voulaient vraiment tomber sur vous deux sur ce plateau-là parce que ça donne C'était assez... entre les avions, donc elle descend, elle redécolle, elle atterrit. Ça, donc... c'est de la désinformation. c'est de la désinformation. Sans plus tarder, nous allons prendre nos différents dossiers. Voilà, le premier sujet qu'on a sous la main, on a vu à travers les réseaux sociaux un courrier du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso qui adresse un courrier à son confrère, le président de la haute autorité de communication au Mali. Voilà, ce courrier était en date du 12 novembre. Il interpelle, il dénonce. De quoi il s'agit, Soulo? Effectivement, comme vous l'avez dit, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a adressé une lettre, c'est une lettre de plainte, on peut le préciser ainsi, adressée à son, comme vous l'avez dit, son équivalent ici au Mali, qui est la haute autorité de la communication, qui est la HAC. Donc, cette lettre fait suite au passage de Issa Kaoudim, M. Issa Kaoudim, ancien membre de CNT, ancien de M5 RFP, quand même qui est l'un des meneurs de cette coalition, des mouvements politiques et de la société civile, qui a quand même renversé, on peut dire ainsi, le régime du feu Ibrahim Boubacar Keïta. Donc lors de son passage sur les antennes de Yoluba TV, Yoluba TV News, comme on l'appelle officiellement ainsi, donc il s'est opiné sur l'affaire de déstabilisation du Burkina Faso à travers un monsieur qui a donné, parce que c'est une information qui a été diffusée sur la télévision nationale, donc des sources officielles du Burkina Faso, qui a donné 5 milliards aux éléments des forces de défense et de sécurité ou des militaires pour renverser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et sur cette émission, l'émission des grandes rendez-vous des grandes idées ou rendez-vous des idées, animé par notre confrère cher Mohamed Attaher Alidou. Donc il a donné son avis parce que pour lui c'est impensable que ça soit vrai. Pour lui c'est un montage parce que il a quand même été au plus haut sommet de l'État, Issa Kaoudim, mine de rien. Il a été, je crois, deuxième ou comme était vice-président du CNT jusqu'à l'abrogation de son décret de nomination. Il était quand même, donc il laissait les rouages en quelque sorte de la transition, pas le pouvoir mais de la transition. Donc suite à ça, bon, peut-être que Yoluba est aussi suivi au Burkina Faso. C'est le Conseil supérieur de la communication en lieu et place de la HAC, parce que le Mali a son organe de régulation qui veille
quand même, qui veille à tout ce qui est émission, tout ce qui est débat, tout ce qui est reportage, tout ce qui passe sur les organes, sur les médias ici au Mali. Mais en lieu et place de notre HAC, c'est le Conseil supérieur de la communication qui saisit la HAC pour dire de lui réserver une suite favorable suite à sa demande, parce que pour lui, les propos tenus par M. Issa Kaoudim, sont quelque peu insultants à l'endroit des autorités de la transition. Et aujourd'hui, qui connaît les rapports entre les autorités de la transition du Burkina Faso, celles du Mali et du Niger, on savait qu'il y aurait une suite à donner à cette demande. Mais moi perso, je pensais que la suite allait être réservée à Djoliba TV, comme on l'a vu dans le passé. Mais pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, la suite est réservée à Issa Kaoudim, qui a été interpellé, qui a été mis sous mandat de dépôt, donc dont le jugement est prévu pour le 12 février 2025. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est ça. On peut donner son opinion sur la marche, sur les affaires publiques. C'est toute la question. D'accord. En tout cas, pour Djoliba TV, on ne sait pas d'abord. On essaye de voir, est-ce que Djoliba TV va être aussi coincée? Est-ce qu'elle va recevoir une sanction? C'est ça. Mais la question qui saute tout de suite aux yeux, c'est de se poser la question, en tant qu'homme-femme de médias, c'est de se dire, est-ce que la HAC est au-delà du Mali? Ça, c'est la première des questions. Est-ce que le Conseil supérieur de la communication du Burkina est au-delà du Burkina? C'est la grande question. Votre avis par rapport à ça, tout de suite, quand vous avez votre ressenti, Assetou? C'est une très belle question et je pense que la HAC doit quand même répondre à cette question-là. Parce qu'effectivement, même si on parle de l'AES, cette alliance de confédération du Sahel, je pense... est-ce que ça veut dire que la gestion va être combinée? Est-ce que ça veut dire que on peut donc être interpellé d'un pays à un autre aussi facilement, je vais le dire, parce que c'est tombé hier et aujourd'hui déjà on voit des répercussions. C'est quand même assez fort et ça va vite et je pense que ça aurait dû peut-être faire l'objet quand même de communication pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, c'est comme cela que ça se passe. Ça pose beaucoup de questions sur la table et surtout aussi le fait que effectivement, Djoliba TV, il y aura peut-être quelque chose, on ne sait pas jusque-là, mais comme ça tout de suite, que Kaoudim parte comme ça, c'est quand même fort. Oh, il ne s'agit pas de défendre l'indéfendable. C'est que les propos de Kaoudim, je pense qu'on ne va pas rentrer là-dessus. Nous, c'est surtout à savoir est-ce que Djoliba TV va être sanctionné ou pas. Dans ce cas, si ça se fait, c'est que les autres médias aussi sont sous cette coupelle-là. Bon, voilà. Oui. À cette question, parce que j'ai dit dans mes promos liminaires, j'ai dit que nous avons notre HAC qui veille sur tous nos médias. La HAC a un service technique qu'on appelle le monitoring des médias. Et ce service marche très bien au Mali. Et par exemple, presque tous les organes ont reçu un moment ou un autre une mise en demeure pour avoir diffusé peut-être une information, pour avoir passé une émission qui n'a pas été bien cadrée, tout. Donc tous les organes maliens, les chefs, Fatima, vous pouvez en témoigner. Notre HAC travaille professionnellement, fait son travail. Et aujourd'hui, quand on voit une injonction, c'est un ordre d'un autre pays qui demande à notre HAC de travailler. Et à la suite de ça, on voit, comme Assetou l'a dit, des répercussions déjà visibles sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment inquiétant pour nous, les Maliens. Parce que, mine de rien, jusqu'ici, on peut reprocher tout à cette transition, sauf à s'en prendre vertement aux journalistes, aux émissions, aux débats. C'est très rare de voir aujourd'hui au Mali, parce qu'il y a eu sur un plateau, un débat s'est passé que le média est indexé ou le média est menacé. Ça ne se passait pas. Mais chose qu'on voit au Burkina. Si le Burkina veut exporter ces modèles-là au Mali, c'est vraiment inquiétant.
Et nous, nos autorités, comme vous l'avez dit, parce que vos questions sont tellement légitimes qu'aujourd'hui, est-ce qu'au niveau juridique, au niveau de la justice, est-ce qu'il y a un accord d'extradition entre les trois pays? Est-ce qu'au niveau des organes régulateurs des médias, est-ce qu'il y a une convention, un accord qui régit ces trois pays? On ne sait pas, parce que vous, quand même, mine de rien, Fadima, vous êtes de Mandé TV, mais aussi vous êtes de la maison de la presse, du comité directeur de la maison de la presse. Exactement. Donc vous connaissez tout. Donc, s'il y en a, est-ce que vous avez été informé de l'existence de ça? Donc, comme on le dit, tout ce qui s'est fait pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc, si c'était fait sans les journalistes, c'est contre les journalistes. Non, mais justement, pour ça, la réponse est très claire. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les médias maliens ici qui ont reçu leur agrément venant de la HAC, en aucun moment il est établi dessus comme quoi la régulation va être au-delà du Mali. Du tout. Maintenant qu'il y a une confédération des États du Sahel, qu'ils veulent voir un repositionnement par rapport à tout ça, mais jusque-là, aucun média n'est informé. Tout à fait. Voilà. Et dans la lettre, il y a quand même un sommet qui est prévu. Non, un forum, c'est différent. Non, oui, non, ce que j'ai dit, un forum, c'est même pas arrivé. Même si à l'issue de ces forums, il est ressorti des recommandations ou des décisions, on aurait compris. Mais ce forum même n'a pas encore eu lieu. Donc c'est pourquoi je dis que pour l'instant, on n'a aucune base juridique qui régit, sinon à notre connaissance, qui régit, qui lie les deux instances. Donc pourquoi nous, notre instance, exécute un ordre venant d'une autre instance similaire? C'est incompréhensible. Ah, c'est tout par rapport à ça? Je pense que il a vraiment marché sur ma langue là-dessus. Ça fait peur. On se demande finalement quelle juridiction va nous tomber dessus du jour au lendemain. Mais le besoin pressant est là quand même de clarifier cette situation-là, afin que les gens sachent comment se comporter. Parce que sinon, il risque d'avoir beaucoup de mandats de dépôt, quoi. Alors là, franchement, sur cette question-là, il est vraiment crucial que aussi, je pense que c'est nécessaire que les hommes de médias aujourd'hui, peut-être organisent une rencontre pour pouvoir réfléchir sur la question et qu'on arrive à savoir là où on va. Dans la lettre, il est stipulé qu'il y aura un forum. Un forum, c'est même un citoyen lambda organise un forum, ça veut absolument rien dire. Oui. Le forum ne régit pas une institution. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, c'est une manière de lancer quelques informations pour dire, bon, écoutez, d'ici décembre, voilà, les choses vont changer, ça va être sous la coupe. Je sais pas quoi, peut-être on aura la haute autorité de communication des États du Sahel. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que pour le Mali, c'est seulement la haute autorité de communication. Le Burkina, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, il est temps aussi pour notre régulateur de clarifier cette situation parce que il doit nous dire, il doit pouvoir nous dire, écoutez, maintenant les choses ont changé. Voilà l'approche. Comment elle change et qu'est-ce qui dorénavant ne va plus marcher ou va marcher. Il faudrait mettre en place une haute autorité un régulateur de l'AES, jusqu'à preuve du contraire. Nous, médias maliens, on n'est pas encore au courant. Donc c'est la haute autorité de communication, je pense qui doit convier, à mon avis, qui doit convier les acteurs de la presse, des médias, tout le monde autour d'une table et puis poser les choses assez clairement, qu'on sache dorénavant à quoi on doit s'attendre. Voilà, si on n'arrive plus à parler librement et que nos invités, il faudrait déjà les cadrer avant qu'ils arrivent sur le plateau. Voilà, je crois qu'à preuve du contraire, il y a quand même la libre expression qui est revendiquée et qui est même protégée. La Constitution malienne le dit. C'est ça. C'est pas vain. Non, mais comme vous l'avez dit, la HAC quand même dans cette démarche, très généralement le fait. Quand il y a des changements, quand il y a lieu de rencontrer les hommes des médias, la HAC propose toujours des rencontres, que ce soit au niveau de la HAC ou même dans d'autres endroits. Mais cette fois-ci, il n'y a pas ça, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur des mauvaises pistes. Ça veut dire ça, ce que ça veut dire. C'est une injonction. À la limite, c'est une ingérence
aux affaires internes du Mali. Même l'AES, la confédération, même s'il y a la confédération qui a été instituée, cette confédération n'a pas dit que le Mali a abandonné sa souveraineté au profit de cette confédération. Cette institutionnalisation n'a pas dit que le Niger a abandonné sa souveraineté, que le Burkina a abandonné sa souveraineté. Et la HAC, c'est comme vous l'avez dit, c'est une institution du Mali qui fait partie de la souveraineté du Mali. Donc, comment une instance aussi suprême que la HAC peut être soumise à une injonction extérieure, c'est quand même inquiétant. Ça dépasse tout attendement, moi. C'est vraiment, je suis estomaqué, moi. Mais moi, je serais aussi d'avis qu'on parle un peu des difficultés de la presse, tant qu'à faire. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina, voilà, on aimerait bien aussi que vous ayez une réflexion là-dessus avant le forum de décembre prochain qui va arriver. On est preneur que vous puissiez nous donner des pistes de solutions pour qu'on sorte de ces difficultés de la presse. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, donc ce sujet, il est bouclé hein, pour nous. On va être clair là-dessus. Il est bouclé. On va aller avec un autre sujet national qui concerne le Mali en entier et aux Maliens surtout. Il s'agit de la situation sécuritaire dans la zone de Badiangara. On en a déjà parlé maintes fois sur ce plateau sous l'eau. Bon, j'aurais dû commencer par ça quand je faisais mes salutations. C'est parce que tout bon Dogon, tout bon habitant de cette zone aujourd'hui est quand même attristé de constater que chaque jour, au moins 2 villages vides ou c'est vide de ces populations. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, ce qu'on est en train de voir. Il y a maintenant de cela 2, 3, 4 semaines, voire 1 mois. Donc, c'est très triste. Et pour tous les habitants de la région de Badiangara, nous, ici à Mandé TV, on pense fortement à vous et que l'âme des disparus repose en paix et que les blessés, les déplacés soient réconfortés dans leur âme. Ça, étant dit, comme vous l'avez dit, la situation est très critique dans la zone. La situation est très critique, d'autant plus que nous vivons des choses qu'on n'avait jamais vécues auparavant. Parce que Badiangara, quand Badiangara était cercle, on pensait que parce que Badiangara était cercle, que certains cris n'étaient pas attendus. Aujourd'hui, Badiangara est région. On a une autorité qui est militaire. Le premier responsable est militaire. C'est un colonel de surcroît. Okay. Et on a eu un civil qui a gouverné la région. Et il y avait des attaques. Mais à cette ampleur, on n'en avait pas vu. Et aujourd'hui, les Dogons se demandent qu'est-ce qui a changé entre la stratégie de l'administrateur civil qui était gouverneur et aujourd'hui un militaire, parce que nous on a applaudi l'avènement d'un militaire à la tête de Badiangara parce qu'on s'était dit que la solution n'était pas avec un civil mais avec un militaire. Et aujourd'hui, depuis son arrivée, même à 2 km de Badiangara, à 3 km de Badiangara, des attaques se font sans assistance. C'est écœurant de le dire. Nous soutenons tous. Nous chantons ça, nous rêvons, nous dormons avec ça, nous réveillons avec ça. L'armée monte en puissance, nous soutenons l'armée, vive l'armée malienne. Tout le monde le dit, on est fiers de le dire. On est fiers de voir les avions décoller, les drones décoller, tout ça, on est fiers. Mais à côté de cela, il faut que les populations sentent sur le terrain que cette montée en puissance qu'on chante ici à Bamako, parce que la réalité de Bamako n'est pas celle des autres régions. Il faut que les gens sachent que le Mali ne s'arrête pas à Bamako et que les autorités le disent, les autorités qui sont à la tête du pays le disent. 1 centimètre du pays, 1 centimètre carré de ce pays ne sera laissé pour compte. Donc si cela est vrai, nous demandons que Badiangara souffre, la région de Badiangara souffre, ces populations souffrent. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est le moment de la récolte. Imaginez, pendant l'hivernage, quand il y a semences, moment de semences, on les empêche. Quand il y a un moment de cultiver, on les empêche. Quand il y a un moment de récolter aussi, on les empêche.
Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut attendre à une famine accrue à ce niveau-là. Donc, ça aussi, c'est un autre niveau parce que il faut être affamé parce que quand on est vivant, quand vous dites que vous êtes affamé, vous avez la famine, c'est parce que vous êtes vivant. Ceux qui ne vivent plus, ceux qui sont tués de jour au jour. Donc, il nous faut des solutions, des vraies solutions stratégiques militaires pour sauver la région de Bandiagara de l'Ornière. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire. Juste savoir, est-ce que le gouverneur est toujours sur place aux dernières nouvelles? Ça, c'est très, très difficile parce que, comme vous le savez, nous, on se demande même est-ce que le gouverneur vit à Bandiagara. Parce que même si le gouverneur ne vit pas à Bandiagara, vous vous souvenez bien, le 6 novembre dernier, donc le mardi passé, le mardi dernier, vous avez vu qu'il y a eu une attaque dans un village qu'on appelle Alekokolo. Alekokolo, le village est divisé par la RN, la route nationale, qui passe devant Sévaré pour aller à Bandiagara. Donc, qui est à moins de 5 voire 10 km de Sévaré. Et on a une base militaire à Sévaré. Et aux dernières nouvelles, on a entendu quand même que des drones sont entrés en action. Et des populations là-bas se demandent est-ce que ces drones-là sont des drones maliens, parce que les terroristes souvent utilisent des drones pour attaquer les camps de Dana Ambassakou et les camps de l'armée malienne. Ils se demandent, mais bon, nous quand même, moi j'ai vraiment pas vu les images. Je suppose que vu les cibles qu'on nous signale, que ce sont les drones de l'armée malienne qui attaquent les positions de l'ennemi. Et ça, c'est vraiment quelque chose des initiatives qu'on salue, mais nous voulons vraiment des interventions terrestres, si possible. Parce que des gens, il faut voir, on lance des alertes. Des gens, des terroristes qui viennent, qui d'abord, ils sécurisent eux-mêmes les régions d'abord, avant d'attaquer. Ils sécurisent d'abord. Comment ils font? S'ils veulent attaquer votre village à 16h, ils viennent depuis midi 13h. Et ils sécurisent tout. Savoir que voilà, ils encerclent en fait. Ils encerclent, mais ils sécurisent. En cerclant, ils sécurisent. Pour dire que quand ils vont commencer leur attaque, personne ne va venir les empêcher dans leur forfaiture. Vous voyez. Donc, on ne vient pas. C'est toujours après que on voit des communiqués, on voit des actions. Ça, c'est vraiment des médecins après la mort. La région de Bandiagara, parce que ce qui a amplifié aussi ce qui se passe, parce que il y avait des jeunes qui avaient été épargnés par ce qui se passe dans la région de Bandiagara, c'est depuis 2016. Mais l'ampleur, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de bruit? Parce qu'il y avait des jeunes qui avaient été épargnés par ces actions, aujourd'hui qui ne sont pas laissés par ces terroristes-là. Donc il faut vraiment trouver des solutions pérennes pour que nos parents puissent récolter leurs semences, leurs milles, afin que la saison qui va venir, qu'il n'y ait pas de famine. D'accord. En tout cas, il y a pas mal de déplacés. Hein. On note jusqu'à près de 74 000 et poussières, même plus. D'après les chiffres récents que j'ai vus de OCHA. C'est trop, hein. Fadima, ce qu'il faut remarquer dans ces attaques aussi, c'est que à chaque fois qu'on pose une action dans le sens de matérialiser, de formaliser l'AES, il y a des attaques qui viennent. Le 17 septembre passé, il y a eu des attaques à Bamako. C'était juste avant l'anniversaire de l'AES. Cette fois-ci, il y a eu ces attaques-là ces derniers jours, alors que la semaine passée, il y a eu la rencontre des généraux de l'AES ici au Mali. Et la question sécuritaire était au centre des débats. Et juste après ça, et on voit ça. Alors qu'à l'issue de cette rencontre, justement, c'était, voilà, l'armée monte en puissance. Nous sommes en train de faire une alliance pour justement bien cantonner, bien faire face à cette insécurité. Et cette semaine, il y a beaucoup d'attaques dans cette région, Bankas, jusqu'à Koro, oui, jusqu'à Bandiagara. Toute cette section, il y a des déplacés qui vont venir se rajouter à des déplacés qui vivent dans quelles conditions, s'il vous plaît? Ici, les déplacés, ils sont dans des conditions inhumaines. Inhumaines, on va dire ça ainsi. Mais alors, la situation, comme il a dit, va certainement se dégrader si rien n'est fait. Et le vrai problème aussi, c'est pas le médecin, ce n'est pas que le médecin après la mort, mais après, normalement, on devrait non seulement sécuriser ces zones,
bien avant que ces gens ne viennent. Mais une fois que il n'y a plus le danger, il faudrait aussi asseoir des checkpoints ou je ne sais pas, si on ne peut pas mettre de base partout, je ne suis pas experte en sécurité, mais il faudrait quand même qu'il y ait cette appui, voilà, il soit permanent, en fait, parce que c'est ça, on a vu des populations qui tendent la main, qui disent non, on ne veut pas céder à ces groupes armés. Mais comment on va faire? Ils envoient des messages, j'en ai entendu plein de ce genre. Mais après, juste après, on voit encore d'autres vocaux qui viennent dire, bon, finalement, on n'a pas le choix, on va céder. Donc, le problème, il est vraiment réel. Et ça prouve aussi que c'est une guerre qui est en face. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais elle est là. À chaque fois que les autorités font quelque chose pour asseoir leur notoriété, de l'autre côté, eux aussi mènent des actions pour montrer qu'ils sont là et qu'ils vont se battre. Mais qu'est-ce qui est vraiment envisageable? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des stratégies qui sont en train d'essayer d'être mises en place, mais on a aussi l'impression comme quoi ces stratégies ne fonctionnent pas sur la durée, parce que on a des images du feu Ibrahim Boubacar Keïta qui était dans cette même zone à pleurer. Ibeka, comme on aime affectueusement l'appeler, n'est plus là. On a aujourd'hui l'armée qui monte en puissance, mais malgré tout, les populations de cette zone, et pas seulement dans la zone de Badiankara, il faut aussi parler de la zone de Ségou. Oui, Ségou qui est juste à côté, à 2-3 heures de Bamako. Voilà, il faut vraiment, aujourd'hui, je pense, une stratégie assez forte, assez marquante et qui fera peur à ces terroristes. Ce que nous, on a toujours dit, c'est que le tout militaire ne marche pas. Ça, on a tout dit. Par exemple, aujourd'hui, quand vous partez dans la région dans le cercle de Koro, les gens vous disent, nous, on est en paix parce qu'on a signé des accords locaux. Ces accords locaux, c'est quoi? Ces accords locaux, c'est entre les djihadistes et les populations pour vivre en paix. Parce que quand vous dites, vous êtes c'est vrai, ils sont maliens à part entière. Ils revendiquent ça. Mais comme la nature a horreur du vide, il y a un vide qui est là, que nous, il n'y a pas un maillage sécuritaire qui est à 100%. On est désolé de le dire, mais c'est la réalité. Cette difficulté est reconnue par les autorités elles-mêmes, d'où l'accroissement même des recrutements. Donc, on voit ces efforts des autorités, on est d'accord. Mais quand même, comme vous l'avez dit, une stratégie tout militaire, ça ne va jamais marcher. Il faut aller vers une stratégie aujourd'hui qui va consister à, même les dialogues nationaux, les assises nationales l'ont dit, il faut négocier avec ceux qui sont maliens. Et avec eux, par exemple, quand vous regardez ce qui s'est passé... Ça fait partie des recommandations même du dialogue intermalien. Exactement. Il faut regarder ce qui s'est passé à Tijawanten. Quand l'armée fonçait en force vers Tijawanten, qu'est-ce que les groupes terroristes ont fait? Jenim et IGS, ils ne sont jamais d'accord. C'est des groupes rivaux, ils se massacrent. Jenim et IGS. C'est Al-Qaïda au Maghreb islamique et État islamique au Grand Sahara. Ils ne s'aiment jamais. Mais quand vous avez vu, quand l'armée venait en puissance, ils se sont alliés. Ils se sont mis ensemble pour combattre notre armée et nos amis russes. Donc vous voyez ça. Donc aujourd'hui, si l'armée, l'État, au-delà des mois, l'État c'est vraiment l'État. L'État peut trouver tous les moyens pour faire revenir ces enfants égarés dans la République. Et on peut même essayer de s'appuyer sur eux pour combattre ceux qui sont étrangers. Et peut-être tomber d'accord. Parce que moi j'ai lu un tonton Ousmane Sy, il a écrit ça il y a longtemps, mais c'est un écrit qui est aujourd'hui valable. Pourquoi on cherche des problèmes exogènes, enfin des solutions exogènes? Il faut s'appuyer sur des solutions endogènes pour asseoir cette sécurité. Sinon, le tout militaire, qu'on amène toute l'armée, et la France, la Barkhane, l'aménagement, ils ont montré leurs limites. Donc ça va être la même chose avec les autres. Il faut que la solution soit 100% malienne. C'est le seul salut pour qu'on ait la sécurité. Exactement. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que moi aussi, je n'aime pas trop la stratégie de mener des tirs à distance. Je trouve que c'est une stratégie peut-être qui peut marcher dans certains cas,
Mais là où il y a les populations, l'utilisation des drones, ainsi de suite, ça fait trop de dommages collatéraux. Je pense qu'il faut aller vers des solutions où on va minimiser vraiment, on va dire, le sacrifice des populations. Oui, mais il ne faut pas aussi oublier que ces terroristes, à quoi qu'il en soit, ils prennent des populations en bouclier. Hein. Donc ça, on ne pourra pas vraiment l'éviter à 100%. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être trouver des solutions pour alléger tous ces drames. Si les recommandations, on a pris certaines recommandations pour se faire des généraux, pourquoi pas aller, parce que ça c'est la vie de la nation. Exact. Et c'est plus important que la vie d'un individu ou de deux individus. Ces généraux vont passer, mais le Mali va rester. En fait, vous voulez dire que c'est l'une des recommandations qu'il est temps d'appliquer. D'appliquer, exactement. Tout simplement. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On va vraiment suivre ça de très près parce que ça sévit énormément. Ces populations, nos parents de la zone du centre, on compatit à leur souffrance. On s'incline devant la mémoire des disparus. Voilà. Et on espère vivement que des solutions soient trouvées assez rapidement. Voilà, nous avons terminé nos sujets nationaux. On a des sujets au niveau du Sénégal. Voilà, c'est les législatives qui se profilent à l'horizon le 17 novembre prochain à Sétou. C'est un sujet assez intéressant. Le Sénégal qui est notre exemple en démocratie. On est très ravis et surtout curieux de savoir l'évolution de ces fameux législatives où nous avons vu le parti de Macky Sall se rallier au parti de Abdoulaye Wade, ce qui était impensable pour nous. Nous voyons tous les jours les différents meetings qui se déroulent et qui défilent à longueur de journée dans le journal du Sénégal. On sent vraiment de la faveur dans ces législatives, on peut dire ça comme ça. D'accord, on a en ligne aussi notre confrère du côté du Sénégal. Il s'agit de Hassan Dione, il est journaliste à la radio Mbour FM. Voilà, il est en ligne avec nous, on va lui donner la parole. Entre-temps, on va d'abord le saluer. Cher confrère Dione, bonjour. Oui, bonjour Fatima. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Mon salut également à tous ceux qui sont autour du plateau là. Merci beaucoup, chers confrères. Merci surtout de vous rendre disponible. Entre-temps, Soulo, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces législatives-là? Les législatives de tous les dangers. Est-ce que c'est ça qu'on va vivre? Parce que quand même, on voit des attaques physiques, des attaques violentes. Ce qui est vraiment, qui n'était pas quand même depuis Abdoulaye Wade, Macky Sall, qu'on voyait pas. Maintenant, depuis 2012, on est en train de vivre ça, et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une nouveauté. D'accord, merci beaucoup, Soulo. On va aller. Cheikh Hassan, ça va? Vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui, je suis toujours en ligne. D'accord, moi j'aimerais vous demander quelle est l'analyse globale de ces élections législatives faites-vous? Alors, merci beaucoup Fatima. Donc, on peut dire de manière générale de l'élection, de la campagne électorale, préélectorale donc, au Sénégal. Donc, cette campagne est partie dans un temps de divergence, donc qui a été véritablement donné dès l'annonce même de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République qui a fixé la date des élections législatives. Et on a constaté véritablement une divergence d'opinion du côté du pouvoir, mais également de l'opposition. La campagne a été lancée, donc actuellement plusieurs partis sont constitués, des coalitions. Vous l'avez dit tout à l'heure, le camp du président Macky Sall s'est allié au PDS, donc ça a été vu comme une alliance contre nature parce que c'est deux camps qui
qui n'étaient jamais ensemble. Donc, ça également, ça a été noté. Mais il y a eu d'autres alliances du côté de l'opposition. Mais ce qui est à constater, c'est que le parti PASTEF a considéré qu'il allait à l'élection tout seul pour éviter après d'avoir des calculs au niveau de l'hémicycle au moment des votes de projet de loi. Donc, c'est ça que ce parti a opté faire. Donc, actuellement, la campagne va bon train. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de scènes de violence ces temps-ci. Mais on a constaté également que depuis hier, les choses se sont calmées. Donc, le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a appelé au calme à ses militants. Et aujourd'hui, ils ont opté de continuer la campagne paisiblement. Donc, pour le moment, c'est le constat général. Et du côté des autres coalitions, on se prépare véritablement pour les élections. Et pour dire qu'il leur reste juste 2 à 3 jours pour pouvoir profiler les stratégies et pour pouvoir également aller au scrutin et remporter les élections. D'accord, merci beaucoup Hassan Dione. Je rappelle ici les journalistes à la radio Mbour FM. C'est tout. Vous auriez une question pour notre confrère en ligne depuis le Sénégal? Merci bien. Monsieur Dione, bonsoir. Et merci d'être Bonsoir. Ok. Moi, j'aimerais surtout savoir quelles sont les tendances qui se démarquent. Est-ce que vous pensez que l'alliance Macky Sall-Abdoulaye Wade a une chance, par exemple? Alors, les tendances sont un peu mitigées. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la coalition PASTEF qui va remporter les élections, parce que tout simplement, cette coalition, elle vient d'accéder au pouvoir il n'y a pas longtemps, à peu près 7 mois. Donc, elle garde toujours sa popularité, elle garde toujours ses militants. Bien vrai que ces temps-ci, elle est beaucoup critiquée sur le plan de la gestion du gouvernement, mais il y a beaucoup de gens quand même qui pensent que c'est cette coalition qui va être au-dessus. La coalition de Macky Sall également avec le PDS pouvait faire mieux si le président Macky Sall, qui avait d'ailleurs même démissionné de son poste au niveau comme envoyé spécial du président Macron pour le PAC, donc qui avait également qui voulait venir battre campagne aux côtés de la coalition dont il est tête de liste, mais malheureusement Macky Sall n'est pas venu. Donc c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui dirige la campagne avec les autres membres de sa coalition, et ça a fragiliser cette coalition, et beaucoup de gens disent que le président Macky Sall n'a pas tenu sa parole et il devait venir pour donner du poids à sa coalition. Et il y a de l'autre côté également une autre coalition, Sam Sakadou, qui est dirigée par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et qui est allié avec d'autres membres de l'opposition qui ont été à la présidentielle, comme Anta Babacar, un tout nouveau mouvement qui a été mis en place il n'y a pas trop longtemps et qui commence à gagner du terrain. Donc c'est un peu mitigé, mais d'après les tendances que nous avons, d'après les interrogations, d'après les débats, nous pensons quand même que le PASTEF peut remporter ces élections, mais ce sera véritablement très serré vu les différentes compositions qui ont été mises en place, les différentes coalitions. Donc, je pense que ça, c'est un minimum avéré. Je pense que le PASTEF peut remporter ces élections, mais toujours en mettant
petite réserve pour les autres coalitions. Là, il y a également, j'avais même oublié le Premier ministre Amadou Ba, qui a une coalition et qui est accompagné de l'ancienne présidente du Conseil, du Haut Conseil des collectivités territoriales et de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Donc, c'est également une coalition qui peut frapper fort. Donc, voilà, en gros, ce qui se dégage des tendances actuellement. D'accord, merci beaucoup, cher confrère John. John, oui, sous l'eau, est-ce que vous avez une question? D'accord, Monsieur John, bonjour. Et est-ce que, bon, ici, vu du Mali, on dit que Macky Sall veut se présenter à ces élections parce qu'il a peur de perdre la majorité et d'être inquiété par la justice après, perdre son immunité en somme. Est-ce que c'est là le cas? Peut-être une deuxième petite question. On avait quand même espéré ici une bataille Songo-Macky Sall, mais plutôt on est en train d'assister à une bataille Songo-Barthélémy Diaz. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'observateurs disent que Macky Sall a peur même de venir battre campagne parce que il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mouvements qui ont prévu de porter plainte au niveau de la cour de la CPI. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées à Macky Sall et à son gouvernement. Donc, d'après beaucoup d'observateurs également, Macky voulait se mettre à l'abri en ayant son immunité à travers l'Assemblée nationale, donc pour pouvoir avoir le maximum de députés et éviter que la mouvance présidentielle revienne sur la loi d'amnistie qu'il a juste fait voter avant de partir. Parce que n'oubliez pas qu'avant de partir, le président Macky Sall a fait voter une loi pour annuler, pour effacer l'ensemble des crimes qui ont été commis sous son règne. Donc, on a vu que ces 4 dernières années, il y a eu beaucoup de morts au Sénégal liées à ces crises politiques. Donc, c'est pourquoi le président Macky Sall veut conserver cette majorité parlementaire pour pouvoir essayer de contraindre la mouvance présidentielle et pour qu'il ne puisse pas voter certaines lois qui peuvent aller contre lui. Et donc ça également, c'est des choses qui sont relatées au niveau du Sénégal. Mais tout qu'on fait, le président Macky, il n'est pas venu, mais à travers les meetings de sa coalition, des fois, on a la communication par WhatsApp du président Macky. Et d'ailleurs, même il y en a même qui ironisent le président Macky Sall en disant un candidat sur TikTok. Voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup Hassan Dione. Voilà, merci de nous avoir assisté pour ce décryptage-là depuis le Sénégal. Hassan Dione, journaliste à la radio Mbour FM. John, merci beaucoup. Un dernier mot pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Je vous remercie Fatima pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous de la situation politique ici au Sénégal. Donc, et je vous souhaite également une excellente journée et bonne émission. Merci beaucoup, chers confrères. On se dit à la prochaine, sûrement. Voilà, c'est le Sénégal. Voilà, on a été un petit peu plus édifiés là-dessus. Je pense que Macky Sall... Nous tous, on avait cru comprendre quand même au départ qu'il avait démissionné de son poste là-bas pour venir se présenter à ces élections. Mais John vient de nous rappeler que non, il n'a pas démissionné, il n'a même pas voulu venir au Sénégal. Donc, ce qui veut dire que lui-même, il suit les tendances. Il est en train de voir que, comme je le disais tantôt, parce que les gens pensaient qu'il devrait y avoir une lutte farouche entre le camp Macky Sall et camp Songo, mais après on est en train de voir que c'est un autre cas qui s'est
émerger et qui est en train de barrer la vue à Macky Sall. C'est le camp de Barthélémy Dias. Donc ça, c'est vraiment une autre situation qui l'empêche, qui lui fait voir la réalité. Comme il a dit, parce que tout ça, il a fait voter une loi d'amnistie qui l'amène ici et tout. Donc Sonko veut revenir sur ça pour pouvoir le juger. Et Sonko, vraiment, on est en train de voir lors de cette dernière déclaration qu'il en veut beaucoup à Macky Sall et son régime. Donc parce qu'il a dit que Macky Sall a menti, Macky Sall et son gouvernement ont menti. Donc quand on voit ces déclarations, c'est quelqu'un qui veut en découdre avec Macky Sall, politiquement parlant, et peut-être de façon judiciaire aussi. Donc là, s'il ne vient pas avec Maroc et Sénégal, je ne crois pas s'il y a... Donc le mandat est déjà prêt, il y a juste à le signer. Ah, c'est tout? Oui, c'est ça. Vous savez, même la semaine passée, il y a eu le décès de l'ancien ministre des Finances de Macky Sall. Exactement. Et ils ont fait autopsier le corps qui est venu de la France et ils disent que la mort n'est pas naturelle. Parce que tout simplement, on sous-entend que ce dernier devrait être au parfum de certaines affaires de Macky Sall qui doivent faire l'objet de jugement ou je sais pas. En tout cas, le soupçon, il est là. Et cette guerre, on va dire ça ainsi, entre les deux camps, qui est compréhensif. Hein, parce que quand on quitte la prison pour se retrouver à la présidence, on voit le chemin qu'il faut traverser pour arriver à ce niveau-là. La guerre, elle est bien là. Sonko, et c'est bien, M. Diom vient de confirmer la tendance que moi j'avais, le PASTEF qui est en train de gagner grâce à une certaine notoriété, aussi grâce aussi au fait qu'ils ont un peu lâché du lest juste à l'approche des élections dès qu'ils ont dissolu l'Assemblée. On a senti moins de pression dans la gestion de Sonko, qui était plutôt à vouloir récupérer les impôts, à vouloir à vraiment sanctionner, même les secteurs du transport n'étaient pas épargnés. Mais dès même la presse. Mais dès qu'il y a eu les législatives, tout s'est évaporé. Et toute l'ambiance est de sorte que le PASTEF est en phase d'être bien placé par rapport à ces élections. Mais l'objectif qui est derrière, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est d'avoir la majorité au sein de l'Assemblée. Parce que si jamais Macky Sall passe, ça va continuer, ça va être vraiment grave. Ce qui est sûr, le duo gagnant ne veut pas partager le pouvoir. Merci beaucoup. On va avancer. En tout cas, on suit ça de près. On attend de voir et comment ils vont manifester leur victoire. Et on attend de voir. C'est là que les choses sérieuses vont sûrement commencer. Notre deuxième sujet régional, il s'agit du Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso, pas plus tard qu'il... Ah, c'est tout, pourquoi vous rigolez? Vous allez me faire... Non, mais on les adore, on adore les Burkinabés. On adore les Burkinabés, on le dit ici sur ce plateau. Alors, le sujet par rapport au Burkina Faso, voilà, c'est surtout concernant cette histoire de tentative de déstabilisation. Tentative de déstabilisation ou tentative de coup d'État? Ils changent seulement des termes et des terminologies. Moi, je crois que à vouloir toujours se victimiser, on finit par être victime. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et depuis l'arrivée du capitaine au pouvoir, il voit même son ombre comme son propre ennemi. Donc ça, ce n'est vraiment pas quelque chose de souhaitable. Il a en quelque sorte... quand on vient au pouvoir, c'est normal qu'on ait des adversaires. Et ces adversaires ne doivent pas être des ennemis. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Cela ne fait pas de moi un apatride ou quelqu'un qui n'aime pas son pays. Parce qu'on a tellement l'impression que sous nos cieux, si on n'aime pas les décisions prises par les autorités, quand on les critique, on a l'impression qu'on critique tout le pays. Alors que non, ils sont des humains comme nous. Donc, ça a commencé le 24 septembre 2023 avec la première tentative qui a échoué. Après, il y en a eu plusieurs parce que c'est comme ça. Ils même disent... On en aligne carrément. Il y a janvier, il y a juin, il y a août 2024. Il y a des palmarès. Et le dernier, ça c'est la dernière en date, ça c'est novembre, tout près. Donc avec 5 milliards de francs CFA. Donc quand on voit tout ça, on a l'impression de dire que c'est une série quoi à l'américaine. Donc saison 1, saison 2, 3, 4, 5, 6 qui ne finit pas. Jack Bauer. Donc il faut vraiment passer
ces choses-là pour aller vraiment sur des choses concrètes qui sont les choses qui peuvent aider les populations à sentir une bonne gouvernance. Et cela passe par, on a dit ici au Mali, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est pareil. La population qui soutient, la population n'en vit que quelque chose, 3 ou 4 choses. La sécurité, le pouvoir d'achat, peut-être après quoi, il n'y a pas grand-chose. Mais au lieu de donner ça, toujours on trouve des prétextes. Parce que moi, je qualifierais ces trucs comme des prétextes. Sinon, comment un pays qui est... Même si au Mali, ça ne manque pas. Mais le Mali, depuis Assimi est là, qui a entendu parler de tentatives de déstabilisation ou de coup d'État, à part ce qu'on a reproché à la France. Non, ça c'est ce qu'on a reproché à la France. À l'interne, on sait que ça passe des choses. Mais attention, il y a eu le Dibi Soko. Oui, mais ça c'est au départ. Ça c'est au début, depuis le départ. Bon, au début, il y a eu cette petite communication. Après ils sont ressaisis. Donc, du coup, il faut juste trouver ce dont les populations ont besoin, et je crois que c'est bon. Sinon, chaque fois, parce que comme je disais tantôt, on sait que beaucoup de choses se passent quand on est président, quand on est dans le gouvernement. Beaucoup de choses se passent, mais ça se gère en sourdine. Pas chaque fois sortir à la télévision, montrer que on a l'impression que c'est des montages, on a l'impression que c'est des choses fabriquées, préfabriquées. Les gens finalement se posent à cette question quand il y a quand il y a trop de similitudes. Ouais, à chaque fois c'est les mêmes. En plus, on a l'impression que c'est chaque fois Damiba, la tête de Damiba fait partie de toutes les tentatives en quelque sorte. Et donc tout ça, on a l'impression que est-ce que le personnage de Damiba dérange tant? Parce qu'il a été quand même radié de l'armée, parce qu'il y a eu quand même, on l'a mêlé dans tellement de tentatives qu'on l'a même radié de l'armée. Donc, est-ce que c'est son fantôme-là qui dérange le pouvoir, ou est-ce que ça peut aussi être une manière de gouverner aussi, hein. Gouverner avec la terreur, tout ça, ça fait partie du truc. Mais je crois que le seul salut du capitaine Ibrahim, ça peut être seulement quand il travaille et que... Parce qu'il a promis, lui-même, les vocaux qui sortent, les gens sortent ces vocaux. Il a dit il n'a besoin que 6 mois pour terminer, pour ramener la sécurité. C'est vous-même qui l'avez dit, vous, président. Donc, les gens entendent seulement que vous mettez ces stratégies-là que vous avez annoncées dans les médias en œuvre. Pas plus, pas moins, mais en lieu et place de ça, chaque fois c'est des tentatives, c'est des tentatives, c'est des tentatives, c'est des tentatives. Vous avez oublié les magistrats qui vont au front, hein. Ça aussi c'est une actualité brûlante quand même. Ah, c'est tout. Non mais finalement, avec ce qu'on voit, cette confédération des États du Sahel, bah, j'ai envie de dire aux magistrats maliens, faites attention. Faites attention. Bon, non, ce n'est pas que les magistrats, les journalistes aussi. Oui, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, pour les magistrats, c'était quand même fort. C'est quand même fort, hein. Mais en fait, c'est qu'il faut faire attention. Maintenant, les gens, ils commencent à analyser l'information. Il y a eu le cas du Bénin il n'y a pas si longtemps, mais on nous a dit l'argent est passé par où, comment ils ont été impliqués, ainsi de suite. Et là, on attend pareil. Si vous voulez que les gens vous respectent ou acceptent certaines conditions, il faut être transparent dans la démarche. Il faut de la transparence. Donc, comme ça, on voit des valises, on nous annonce un chiffre qui est là, ainsi de suite. Mais ça aurait été aussi intéressant de savoir, il s'agit de qui? Qui concrètement a envoyé... D'affirmer, de confirmer réellement. Clairement, et cet argent, l'argent, c'est les billets de banque qui sont numérotés, ça vient de quelque part. Donc clairement, il doit avoir cette transparence-là dans la démarche. Et je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'on a un niveau où les gens, maintenant, ils analysent l'information. Ce n'est plus comme avant où les gens n'avaient pas forcément accès à l'information. Les gens ont accès au réseau, les gens ont accès à Internet. Donc, les gens se documentent. C'est extrêmement important qu'il y ait de la transparence à ce niveau-là. Sinon, effectivement, comme l'a dit Solo, on a lieu de se poser beaucoup de questions sur cette situation-là. Et aussi, le fait, comme vous venez de le dire, une gestion presque qui rentre dans la dictature, est-ce que réellement on va se reconnaître dans cela? C'est ça la question. Exactement. Est-ce que les Maliens vont accepter ce pas virement? Que les Maliens, même les pays membres de l'AES. N'est-ce pas? Ah, hein? Oui, parce que c'est ça que j'ai dit. C'est pourquoi heureusement que le Mali n'est pas au Burkina. Et si c'est ça qu'on veut exporter au Mali,
c'est ça. Il va falloir le dire. Voilà. Non, il va falloir le dire. Sinon, parce qu'au Burkina, vous parlez un peu seulement, on vous envoie au front, un peu seulement, on vous envoie en prison, un peu on vous enlève, on ne sait pas où est-ce que vous êtes, tout. Au Mali, ça se passe rarement comme ça. Ça se passe. Rarement, sous l'eau, je ne suis pas d'accord avec rarement. On ne connaît pas, parce que quand on ne connaît pas, ce n'est pas porté. Parce que pour ce qui se passe au Burkina, très généralement, c'est porté à la connaissance des gens. Et les gens sortent pour dire qu'il y a telle personne qui est portée disparue. Les enfants sortent, la femme sort, la famille sort. Mais aujourd'hui, au Mali, très très rarement, si ce n'est pas le cas de Issa Odim comme ça c'est des trucs, souvent, vous allez trouver que on judiciarise rapidement au Mali. Très généralement, on judiciarise. On met juste traitement dans la main de la justice, mandat de dépôt. Ça, on le décrit. Exactement. Et ça, on l'a décrit. Et heureusement, bon, on est content d'apprendre qu'avec les nouveaux codes code pénal et code de procédure pénale, que le magistrat lui seul ne pourra plus décerner les mandats de dépôt. Oui, mais Soulou, mais la rapidité avec laquelle M. Kaoudim a bénéficié du mandat de dépôt. Oui, les codes ne sont pas encore entrés en vigueur. Ah, sinon, franchement, je commençais à avoir un doute par rapport. Quand ça rentre en vigueur, les progrès n'auront pas ces pouvoirs de Dieu qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je dis que le Mali est très différent. Et moi, personnellement, je suis très critique envers certaines décisions, certaines démarches ou certaines marches même de la transition. Mais sur ce point, moi je me dis que, bon, contrairement à d'autres pays, heureusement chez nous, souvent on peut disparaître, on peut signaler la disparition 2 ou 3 ou 4 jours après. Les personnes souvent réapparaissent, ne parlent pas et tout. Donc on a l'impression qu'ils sont, bon, sans la vacance, quoi. Relativement bien traités. Bien traités. Non, ça on ne sait pas. Contrairement à d'autres pays où, quand ils disparaissent, on les voit sur les clichés dans les champs de tir ou tout. Donc ça, c'est vraiment le cas typique du Mali. On ne doit pas copier tout. Et le Mali ne doit pas copier ces cas-ci du Burkina Faso. La confédération, c'est vrai, tout, mais quand même, il y a certaines pratiques qu'il ne faut vraiment pas accepter. Ça fait peur, hein, ça fait peur, parce que moi, quand j'ai vu un petit peu ce courrier, pour revenir encore au courrier du Conseil supérieur de la communication, je me suis dit, bon, sauf qu'il peut, nos magistrats, ils ont intérêt à prêter le sac pas loin de la porte, hein, parce que maintenant, on va uniformiser cela ou pas, je ne sais pas, c'est les grandes questions. Je suis désolée, ça vous fait rire, mais quelque part, il faut vraiment aller au fond des choses, quoi. Parce que le discours de l'armée montée en puissance tout le temps, ça peut pas continuer, il faut des actions fortes. Comme il a dit, quoi. Franchement, il faut des actions fortes qui accompagnent cela. Et à tous les niveaux, quoi. Donc, à un moment donné, les gens, ils vont se lasser ces discours-là. Il y a l'insécurité, il y a bien sûr les questions d'institutions, il y a toutes ces questions liées, on a parlé d'énergie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont quand même sur la table et je trouve que la table commence à être vraiment trop saturée. Il va falloir vraiment faire pousser les dossiers, sinon là, ça fait peur. D'accord, voilà, donc c'était l'actualité au niveau du Burkina Faso. Cette semaine, en tout cas, au Niger, c'est calme, on attend de voir aussi. Bon, les Niger, relativement, à part quelques attaques sporadiques qui endeuillent la nation, tout va très bien là-bas parce que on a l'impression que l'essence coûte là-bas. Hier, je causais avec un confrère, il me disait, dans certains endroits, c'est 450, le plus cher, c'est 500. Ça, c'est le litre. Et la tonne de ciment, c'est 555 000. Donc, là-bas, on peut dire qu'il y a des efforts. Il y a des efforts que le gouvernement, enfin, les autorités du CNSP sont en train de faire pour, en marge, malgré que les mêmes conjonctures économiques et sécuritaires existent aussi bien au Niger, au Mali qu'au Burkina. Le Niger, on voit qu'il y a quand même les lignes bougent. Contrairement à chez nous, on est entre les ténèbres, c'est ça? Entre les ténèbres. Oui, entre les ténèbres et les lumières, entre... on a annoncé quand même réduction du carburant la semaine passée. De 50 francs. C'est salutaire. Oui, on est obligé de le dire. C'est salutaire, mais salutaire. Sauf que côté de carburant, vous avez le sac de riz qui grimpe à la flèche. Donc aujourd'hui, le sac de Gamiaga qu'on trouvait à 17 500, aujourd'hui on nous vend à presque 30 000.
Donc, c'est quand même des choses que au Niger, c'est un peu moins cher qu'ici au Mali. Donc, quand même, il y a, au Mali aussi, on est quand même sur certains aspects, on est mieux qu'au Burkina. Par exemple, l'aspect d'envoyer au front. Magistrat. Il ne faut pas parler de la bête de Fadima, s'il te plaît. Donc, au Mali, on est quand même vraiment très regardant sur ces aspects. Et ça, possible, il faut uniformiser tout ça. Est-ce qu'il faut copier le cas Niger, le cas du Mali? Non, on va copier le cas Niger parce que moi j'aimerais bien qu'on copie leur décret là, comme quoi ils voulaient plus les mendiants dans les rues. On va les amener au champ. Voilà, si l'AES pouvait faire uniformiser ça, ça aurait été formidable. Exactement. Là-dessus. Ça aurait été vraiment. Mais bon. Grand. C'est affaire à voir, voilà. Donc le Burkina Faso, on regarde ça de très près en espérant qu'il n'y a plus de tentatives de coup de force, on va dire, ou de déstabilisation. Voilà, chers collègues, on est arrivé à la fin de notre décryptage du jour. On se dit sûrement pour une prochaine. Soulo, alors il y a quoi comme dossier à fouiner, refouiner? La semaine prochaine? Ouais. Bon, la semaine prochaine. Pourquoi cette semaine encore? Non, il y a des dossiers sous la main tout le temps. Un journaliste, c'est sûr. Oui, on s'élève des dossiers. On attend cette situation de Bandiagara, comment ça va être géré. C'est ça qui nous préoccupe. Nous, gens de Bandiagara, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe au dernier degré. Et c'est vraiment... nous attendons beaucoup des autorités Assimi en tête et les autres généraux qui l'accompagnent. On sait qu'ils ont parce que à la départ, quand on pose des questions, ils disent non, on ne va pas vous dévoiler nos stratégies, sinon vous allez dire à l'ennemi. Donc, on espère que vraiment ils sont en train de travailler sur des stratégies pérennes pour trouver des solutions durables. Merci beaucoup. C'est tout. Cette semaine, nous avons travaillé, et nous sommes en train de travailler d'ailleurs, sur des séries de vidéos qui nous tombent sur les réseaux sociaux et qui font état des attaques dont personne n'est au courant. C'est bizarre. Donc, il faut faire attention. La désinformation, ça circule beaucoup. Notamment, il paraît qu'il y a une attaque le jeudi passé à Ber, dans la région de Tombouctou. Il n'en est rien. Donc, faites attention quand vous tombez sur des annonces comme ça qui disent qu'il y a eu des attaques comme ça dans les régions, un peu partout. Il y en a plein de vidéos. C'est pas forcément vrai, c'est à vérifier. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, pour tout le monde à être très vigilant. Les réseaux sociaux, c'est intéressant pour avoir les informations, mais c'est aussi hyper dangereux. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, j'espère que vous avez apprécié ce plateau qui a été brut, sans filtre, pas brutalité. On se dit à la prochaine. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook pour visionner et révisionner les émissions passées si vous le voulez bien. Voilà, on se dit à la prochaine et on remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. Au revoir.